Philippe Catherine est guitariste de jazz, il a signé de nombreux albums et joue dans plusieurs formations. Bonsoir Philippe Catherine. Bonsoir. Alors vous jouez depuis plus de 50 ans, mais finalement ça ne fait pas si longtemps que vous avez pris conscience du fait que vous étiez musicien. C'est vrai, c'est à l'âge de 50 ans que j'ai dit à Marianne, la mère de mes enfants, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que j'ai découvert quelque chose récemment, j'ai l'impression que je suis un musicien. Oui. Et pourquoi il vous a fallu tellement de temps pour vous en rendre compte, puisque vous jouez depuis, grosso modo, depuis que vous avez 14 ans. Oui, à peu près, oui. Pourquoi il vous a fallu tellement de temps pour vous convaincre du fait que vous étiez musicien? Je ne me suis pas convaincu, je me suis rendu compte peut-être que c'était ça ma destinée, parce qu'avant j'étais toujours en plein doute, je me demandais qu'est-ce que je faisais sur la Terre, et je me le demande parfois aussi maintenant, mais je veux dire, voilà, c'est que j'ai pris conscience que c'était peut-être ça qui était important pour moi. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Donc ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Maintenant, vous jouez en pleine conscience, d'être musicien. Est-ce que vous avez toujours le même plaisir aujourd'hui à jouer? C'est quoi pour vous aujourd'hui le plaisir de jouer? Mais il y a le plaisir d'apprendre d'une part. C'est très gai, c'est très chouette et stimulant. Et vous apprenez de prendre ma guitare. Oui, j'ai des méthodes de guitare, des bouquins et tout ça. Je dis, tiens, je vais travailler ça maintenant et je vais essayer de progresser dans un domaine technique ou autre. Et je trouve ça vraiment super de voir qu'il y a moyen de se donner plus de liberté dans sa façon de jouer. Et pour obtenir cette liberté, vous avez toujours besoin d'apprendre? C'est l'impression que j'ai, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est comme ça que je le vis, moi. Que pour pas trop se répéter, pour pouvoir jouer avec un maximum de liberté sur scène et de savoir que mes doigts peuvent aller exprimer des phrases, jouer des phrases, et qu'à chaque fin de phrase, je peux aller dans plusieurs directions. Je me sens de plus en plus libre lorsque je travaille convenablement et lorsque je joue avec des musiciens avec lesquels je peux jouer et lorsque le répertoire me le permet aussi. Mais j'aime bien me sentir un maximum de liberté. Parce qu'on imagine que des musiciens qui jouent depuis autant d'années que vous n'ont peut-être plus forcément besoin de répéter, ont peut-être moins besoin de travailler, mais vous travaillez toujours énormément chez vous, donc en dehors des concerts que vous donnez ou en dehors des enregistrements? Oui, c'est un peu ma vie, mais j'ai joué avec des musiciens qui, eux, disaient oh, je ne travaille jamais mon instrument. Il y en a qui disent ça, voilà. Mais je ne fais pas partie de ceux-là. Donc vous êtes un éternel étudiant, vous n'avez jamais fini d'apprendre? Ben non, parce qu'il y a toujours tellement de choses à apprendre, oui. Et vous apprenez aussi toujours à l'écoute des autres? Oui, à l'écoute des autres, en copiant les autres. Enfin, quand je dis copier, je veux dire en assimilant leur langage. J'assimile leur façon de penser la musique. J'essaie d'agrandir mon langage en écoutant d'autres musiciens ou en fabriquant moi-même des phrases et des exercices que je transpose, que je triture dans tous les sens. Et je me donne comme objectif de pouvoir les jouer dans des tons différents, dans des placements rythmiques différents. Et quand je vous posais la question du plaisir que vous avez à jouer, vous m'avez répondu d'abord apprendre, c'est-à-dire jouer plus dans l'intimité, j'imagine, plutôt que jouer en live ou jouer devant un public. Est-ce que vous avez plus de plaisir à jouer pour vous que devant un public? Non. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que j'ai le plaisir d'apprendre en vue de jouer en public ou pas en public, mais avec d'autres musiciens, que ce soit pour faire un disque ou pour faire un concert. Les deux vont ensemble, parce que si je faisais qu'apprendre et ne pas pouvoir restituer la musique après, ben ce serait uniquement pour moi en fait. Donc moi je joue un peu en arrière-pensée, oui, je vais jouer avec les musiciens et je vais pouvoir faire ça. Ils vont peut-être rebondir avec ce que je fais, ou le public va peut-être aimer. Et donc c'est les deux en même temps. Hein. Donc le plaisir de jouer en public, ça c'est quelque chose que vous avez toujours autant? C'est de jouer en groupe, en tous les cas, avec d'autres musiciens. Ou parfois je fais des concerts solo, mais c'est très rare.
Mais c'est de faire quelque chose qui soit... C'est l'aspect collectif? Non, mais quelque chose qui soit un peu magique. Hein, d'arriver à faire quelque chose que je ne comprends pas et qui fait qu'après le concert, des gens viennent vous dire « Ah, mais vous m'avez apporté un peu de bonheur ce soir » ou des choses comme ça. C'est des choses très, très curieuses que j'entends après mes concerts. Quel que soit le pays où je joue, parfois j'entends la même chose. Et ça, vous en êtes conscient au moment où ça se réalise, où ça Pas se fait? vraiment, mais peut-être. C'est-à-dire, je suis conscient de parfois il y a des choses magiques qui se passent. Et c'est quoi ces choses magiques? Ah, c'est difficile à expliquer, c'est tellement difficile à expliquer. Je ne sais pas, c'est que sans faire d'effort, il y a quelque chose de beau qui surgit. Moi, j'aime bien jouer, enfin, comment est-ce que je peux dire ça, pour que ça me touche, moi. Hein, en espérant que ça touche les autres, mais le but, c'est pas de toucher les autres, mais allez, je sais pas. Oh, vous me posez une question qui est très importante, mais je ne trouve pas de mots. Mais c'est sans doute difficile à expliquer, c'est sans doute plus quelque chose qu'on ressent ou qui arrive à un certain moment dans un contexte. Mais ça peut arriver souvent, ces moments-là, dans les concerts, dans les lives? Oui, ça peut arriver souvent. Et le mieux que je suis préparé, que je me prépare, je dirais, et je ne me prépare pas à jouer les choses que je... Attendez, comment est-ce que je peux dire? Je me prépare à être libre de pouvoir toucher le magique. Ça veut dire qu'il faut une bonne base, il faut avoir une bonne base, une bonne technique, une bonne préparation, une bonne connaissance de la musique pour pouvoir après se laisser aller. Quand vous parlez de liberté, c'est en référence à l'improvisation par exemple? Oui, c'est surtout en référence à l'improvisation parce que je vais faire des phrases que je ne connais pas vraiment mais dont je connais les éléments. Mais je vais faire des phrases auxquelles je ne m'attends peut-être pas et peut-être celles auxquelles je m'attends, je vais bien les jouer aussi. Et quand je dis bien les jouer, c'est qu'est-ce que ça veut dire encore, bien les jouer? C'est que ça sonne bien. Je ne trouve pas des mots très intéressants pour décrire ce que je fais. Alors, comment est-ce que vous avez découvert le jazz et comment est-ce que c'est devenu une passion, Philippe Catherine? J'ai découvert le jazz avec mon premier professeur, José Marly, qui m'a donné des cours de guitare quand j'ai acheté ma première guitare. C'est la première chose que j'ai fait, c'est d'aller chez un professeur. Et donc quand vous avez acheté votre première guitare, c'était pas encore pour faire du jazz à l'époque? Non, pas du tout. C'est parce que je venais de découvrir le son de la guitare grâce à Georges Brassens. Donc c'est Brassens qui vous a fait découvrir l'amour de l'instrument, de la guitare. guitare. Parce qu'à cette époque-là, je crois qu'il devait être en 1954-55 par là, je ne me souviens pas d'avoir entendu de la guitare à la radio. C'est-à-dire que j'entendais tous les instruments classiques, le piano, le violon, trompette éventuellement, la batterie. Ma guitare, c'était rare. Et la première fois que j'ai pris conscience de cet instrument, c'est Brassens. Alors j'ai acheté une guitare et je suis allé chez un prof et je voulais qu'il m'apprenne des chansons de Brassens au début. C'est comme ça que ça a commencé. Mais lui, pendant qu'il m'apprenait les accords, il m'a fallu bien, parce que mes mains étaient encore toutes petites à l'époque. Donc vous avez quel âge à l'époque? Mais je ne sais plus très bien. Il me semble que j'ai 14 ans. 14 ans. Je crois que j'ai 14 ou peut-être 13 et demi. Je ne me souviens plus. En tout cas, je souffrais beaucoup sur cette guitare parce que c'est une guitare très dure. Et je parvenais seulement à faire des accords au bout de 3 mois, je ne sais pas. Mais pendant que moi je faisais les accords des chansons de Brassens, lui, il jouait la mélodie. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience du duo de guitare déjà. C'est-à-dire, il y en a un qui fait les accords, l'autre qui joue la mélodie. Et puis, il n'aimait pas spécialement Brassens, il m'a parlé de Django Reinhardt. Alors j'ai écouté Django Reinhardt vraiment tout au début que je faisais de la guitare. Mais ce n'est pas en écoutant Django que j'ai acheté une guitare, c'est en écoutant grâce à Brassens. Alors j'étais complètement séduit par la beauté des phrases de ce musicien Django Reinhardt. Et alors en même temps, j'ai découvert d'autres musiciens de jazz. Je ne me suis pas accroché rien qu'à Django Reinhardt. Mais c'est vrai que la beauté... a été le déclencheur. Ah oui, oui, vraiment. Et je trouvais que c'était tellement beau ce qu'il jouait. Et c'était triste aussi. Je trouvais qu'il y avait une certaine tristesse qui me réconfortait peut-être un peu. C'était un peu nostalgique et en même temps, c'était tellement parfait, tellement beau. J'étais vraiment subjugué par les phrases de Django. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et encore aujourd'hui. Et donc à l'époque, c'est ça qui vous a, j'allais dire propulsé, mais qui vous a mis sur le chemin du jazz? Oui, c'est ce professeur-là. Et alors j'ai très vite, puisque j'avais envie de faire cette musique-là, j'avais envie de reproduire la musique de Django Reinhardt,
j'assistais souvent, le plus souvent possible, quand j'avais 15-16 ans, à des répétitions d'autres orchestres. J'allais voir les répétitions, je venais avec ma guitare et j'attendais qu'ils aient 5 minutes à me consacrer pour que je puisse jouer un morceau avec la rythmique, c'est-à-dire avec un bassiste, un pianiste et un batteur. Alors je faisais ça. Je me souviens, je faisais ça tous les mercredis au Versailles, qui est devenu Tropisme, la librairie Tropisme. Donc qui était à Bruxelles. Qui était un bar ou un café où on jouait du jazz. C'était une salle de fête, en fait, je crois. Je crois que c'était une salle de fête, mais qui n'était pas ouverte à cette époque-là. Il n'y avait que des répétitions de temps en temps. Il y avait un orchestre qui venait tous les mercredis. C'était l'orchestre du clarinettiste Henri Van Bemst. Et alors, j'attendais mon tour. Et parfois, on n'a pas le temps ce soir, il faut revenir la semaine prochaine. Et je revenais la semaine prochaine et j'attendais mon tour pour jouer un morceau. Et ça, c'était un plaisir terrible. Ça. Mais donc, c'est déjà une passion qui vous a pris. C'est vraiment une passion tout de suite, oui. Dévorante, quoi, puisque vous alliez traîner là, attendre. Oui, c'est incroyable. Quand j'y pense maintenant, je suis un peu étonné, d'ailleurs. Il y avait beaucoup de lieux où écouter du jazz à l'époque à Bruxelles? Il y avait un autre endroit qui s'appelait, à la place Rogier, une salle qui s'appelait le Cosmopolite. Et là, il y avait un big band qui répétait. C'était le Jump College. Et le patron du Jump College, d'ailleurs, était le directeur de Shot Music ici à Bruxelles, où on vendait toutes les partitions de musique classique, rue Saint-Jean. Le magasin partition. Et il est venu, il était intéressé par mon cas. Et alors, c'est avec lui que j'ai été acheter ma première guitare importante chez Percy, à Bruxelles, place Anne Essence. Et puis mon premier ampli, parce qu'il pouvait avoir des réductions. Alors il venait avec mon papa et j'ai acheté ma guitare là, et donc chez Percy, place Anne Essence, ainsi que l'ampli. Et je venais aussi assister aux répétitions de l'orchestre ça s'appelait le Jump College, dans lequel il y avait beaucoup de musiciens amateurs, en fait, qui jouaient qui jouaient sans doute pour gagner de l'argent aussi, mais il y avait là-dedans, par exemple, le batteur travaillait à la Sapena, par exemple, et d'autres, je ne sais pas très bien, ou un travaillait dans une société d'assurance, mais c'était des musiciens de niveau professionnel. Et donc, à l'époque, il y avait plus de lieux qu'aujourd'hui, il y avait plus d'endroits où aller écouter du jazz qu'aujourd'hui? Oui, et même il y avait beaucoup de salles de danse, il y avait plein d'orchestres de danse, en fait. C'est à l'arrivée des jukebox, je crois que le métier de musicien de jazz dans les cafés a considérablement été réduit. Il paraît qu'il y avait énormément, entre la gare du Midi et la gare du Nord, il y avait plein de cafés où il y avait peut-être 200 musiciens qui pouvaient jouer en permanence. Et puis les jukebox sont arrivés et ça a diminué, voilà. Et alors cette passion pour la guitare et cette pratique que vous aviez d'aller dans les cafés ou dans les salles, écouter, jouer avec des musiciens, comment c'était perçu dans votre famille, ça? Comment c'était accueilli? Je crois que c'était bien accueilli dans ma famille. Mes parents m'amenaient souvent parce que j'amenais mon ampli, je crois. Enfin, ils me conduisaient dans ces endroits. Et ma petite sœur, qui avait 6 ans de moins que moi, était obligée de suivre. Je ne sais pas si c'était tellement gai pour elle. Mais donc, eux ont plutôt encouragé, alors ça, Ils ont plutôt encouragé, mais pas encouragé. Oui, mais pas pour être professionnel. C'était assez paradoxal. Oui, ils m'ont encouragé à faire de la musique, mais pas à en faire un métier. Là, il y avait plutôt de la réticence, je trouvais. Et de la réticence, pourquoi? À cause de... Mais à cause de ce que beaucoup de musiciens professionnels venaient dire à mes parents. Ils me disaient, oui, c'est super, votre fils, il a beaucoup de talent, c'est bien qu'il fasse ça, mais il ne faut surtout pas qu'il devienne professionnel, parce que vous savez, beaucoup de musiciens de jazz se droguent et tout ça, c'est très dangereux pour sa vie et tout ça, et voilà. Donc il y a eu cette peur de la drogue, je crois, qui a mis un frein peut-être à l'enthousiasme de mes parents. Et vous, au fond, à quel moment est-ce que vous allez prendre conscience du fait que... Alors, on va peut-être pas encore parler de métier, puisque cette prise de conscience est assez récente, mais en tout cas, de l'envie de faire de la musique de manière professionnelle. Oui, mais ça, c'est venu des années après. Parce que là, vous êtes encore aux études. D'ailleurs, vous devez mener de front à la fois vos études, à l'école secondaire et puis à l'UNIF, puisque vous allez aussi commencer l'UNIF, et la musique. Mais pendant les 4 dernières années de mes études secondaires, je jouais avec des professionnels, je faisais des concerts, parfois importants et parfois pas du tout importants, mais déjà avant que je rentre à l'UNIF. Et alors, juste avant d'entrer à l'UNIF, il y a le chef d'orchestre André van der Noot est venu chez mes parents.
un chef d'orchestre de musique classique, un très très bon musicien, qui est venu me dire à mes parents, il faut absolument que votre fils fasse de la musique. Et ça tombait bien qu'il dise ça, parce que c'était l'époque où je me demandais qu'est-ce que je vais faire après mes secondaires. Hein? Alors on dit, on va faire le conservatoire. Ah, surtout pas le conservatoire, parce qu'il faut qu'il continue de la même manière qu'il a commencé, qu'il perfectionne ça, mais il ne faut surtout pas qu'il aille au conservatoire. Donc, au point de vue études, c'était foutu. Et pas au conservatoire, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les études supérieures de jazz, enfin le conservatoire de jazz n'existait pas ou... Ah, mais il faut lui demander à lui. Mais lui, il trouvait que ce n'était pas bien pour moi d'entrer dans un conservatoire. À l'époque, il n'y avait pas de conservatoire de jazz. Hein. Donc, il trouvait que ce n'était pas une bonne idée de me mettre dans l'enseignement classique. Et ça venait d'un chef d'orchestre de musique classique, ce conseil-là. Et alors, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme étude à la place? Alors, j'ai choisi le droit en fonction du fait qu'en faisant les 2 premières années de droit qui s'appelaient philosophie... Allez, qu'est-ce que je raconte maintenant? Philo et lettres. Philo et lettres. Hein? Je me suis dit, on m'a dit, si tu fais les philo et lettres hein, pendant 2 ans, tu auras le temps de réfléchir à choisir, aller dans une voie plus précise. Ben après ces 2 ans-là, je ne savais toujours pas quoi faire. Hein. J'ai continué à faire la guitare quand même. Et puis alors, j'ai choisi les sciences économiques parce qu'on m'avait dit aussi à l'époque, si tu fais les sciences économiques, ça peut t'ouvrir les portes à d'autres... Donc vous aviez vraiment... Il n'y avait pas moyen de choisir. Il n'y avait pas moyen de choisir. Alors j'ai fait toutes ces études qui m'ont pris une énergie dingue. Parce que j'ai vraiment bossé beaucoup. Pour finalement choisir ce qui était le plus naturel pour vous, c'est-à-dire la musique. Oui, mais ça me paraissait impossible. Il faut dire aussi qu'à l'époque et même avant tout ça, vous allez rencontrer et jouer avec parmi les plus grands noms du jazz. On pense par exemple à Chet Baker, qui est l'un de ces musiciens avec qui vous allez jouer. Vous allez jouer aussi avec Lou Bennett, qui est un organiste américain. Comment est-ce que vous avez rencontré ces musiciens à l'époque? Comment est-ce que vous avez commencé à jouer avec eux? Chet Baker, je l'ai vu très jeune, en 59, mais j'ai commencé à jouer avec lui que dans les années 80. Mais Lou Bennett, j'avais 17 ans. Et Lou Bennett devait venir avec son trio au club de jazz, le Blue Note. Et le guitariste Jimmy Gourlay n'était pas libre. Alors Benoît Kersin, qui était le patron du Blue Note, m'a téléphoné 2 jours avant et il m'a demandé... il m'a demandé si je pouvais jouer avec Lou Bennett. Et ça tombait bien parce que j'avais le disque de Lou Bennett à la maison que je travaillais comme ça par coïncidence. Et j'ai pu, 2 jours après, aller à la répétition avec Lou Bennett et jouer tout le répertoire qu'il jouait. Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Ah, un plaisir dingue, c'était formidable parce que c'était la première fois là, que je jouais avec un organiste et ça grouvait très très fort. C'était la période que je préférais de Lou Bennett d'ailleurs. Et c'était un plaisir assez intense, hein. C'était waouh! Ça, c'est vraiment chouette, quoi. Parce que tout ce que j'avais travaillé commençait à avoir un sens, quoi. Et Chet Baker, alors dans quel contexte est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que ça fait partie, Lou Bennett ou Chet Baker? Il y en a d'autres, on pourra les citer évidemment. Ce sont des rencontres qui ont été déterminantes pour vous? Oui, mais celle de Chet Baker était beaucoup plus tard. Et alors, en fait, j'avais pas envie de jouer avec Chet Baker parce que quand on me l'a proposé, je ne connaissais pas très bien ce qu'il faisait à l'époque. Et je l'avais vu une fois dans un club de jazz avec beaucoup de fumée et tout. Il chantait un thème. Et je me dis, oh, ça a l'air un peu sinistre ce truc-là. Et ça m'excitait pas. Alors, cette même manager, c'est Gabi Kleinschmidt en Allemagne, m'a redemandé une seconde fois pour faire un disque avec lui. Donc vous avez l'occasion de jouer avec Chet Baker, bon, qui est sans doute à l'époque... oui, mais à l'époque, il n'avait pas la notoriété qu'il a eue après, bien sûr. Hein. Il l'avait eu avant et puis après. Et alors finalement, ça tombait bien. Elle m'a proposé de faire 2 jours avec Chet Baker avant de faire une longue tournée avec Larry Coryell et Alphonse Mouzon. Une tournée de 4 semaines. Et alors j'ai joué, il est venu chez moi, il a joué mais très très peu. Et je me disais, oh là là, je me disais, et puis il était habillé vraiment, je pensais, il faisait un peu clochard ce jour-là. Non, mais c'était incroyable, je me disais, mais ça va être bizarre. Et alors on a fait ce concert à Mannheim avec Jean-François Génie-Clark à la basse, et c'était très beau, en fait. Et j'ai trouvé ça très beau, mais ouais, c'était bien. Et le lendemain, on a fait un autre concert en Suisse, et c'était avec Jean-Louis Rassin-Fosse et Chet Baker, et je me suis senti tellement bien après ce concert. Mais je ne me rendais pas compte que ça avait peut-être un rapport avec la musique. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai pris pour mon petit déjeuner? Est-ce que j'ai fait du yoga? Est-ce que j'ai fait du jogging ou quoi? Pourquoi est-ce que je me sens bien? Je ne m'étais pas rendu compte que...
qu'en fait, je me sentais vraiment bien par la musique qu'on venait de jouer, quoi. Ce sont des rencontres qui ont évidemment, j'imagine, compté dans la suite de votre carrière. Pour revenir peut-être un peu en arrière, qu'est-ce qui a déclenché alors le début de votre carrière comme professionnel? Ce qui a déclenché, c'était donc assez tard, c'était la lettre. Il y avait deux choses en fait, il y avait Sacha Distel et la lettre de Jean-Luc Ponty. Quand je terminais mon service militaire, c'était le 25 novembre 70 ou 70, le jour de la Sainte-Catherine, je reçois cette lettre de Jean-Luc qui me demande de joindre son groupe. Donc le violoniste, oui, Jean-Luc Ponty français, qui jouait avec Frank Zappa à l'époque et qui avait une carrière en Amérique et tout ça et qui jouait super bien, alors j'étais super content. Et là, je terminais mon service militaire et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire dans la vie. Je devais encore terminer mon mémoire de sciences économiques parce que j'avais fini tous mes examens. Enfin bref, et je me suis dit, mais ça c'est passionnant, je vais accepter de jouer avec Jean-Luc en attendant de terminer mon mémoire et de trouver quelque chose de sérieux à faire dans ma vie, quoi. Voilà, c'était un peu comme ça que je le faisais. Et j'ai joué 1 an et demi avec Jean-Luc Ponty. Et puis après, j'étais à Berklee College of Music pendant 3 mois. Où j'ai appris vraiment, pour la première fois, j'ai pu prendre des cours de musique théorique de ma vie. Ça, c'était en 72. Oui. Et puis à ce moment-là, tout s'enclenche. Ben, oui. Alors, tout doucement, on s'enclenche, mais sans toute façon. Je ne pensais pas encore que. Enfin, bon, je ne savais pas ce que j'allais faire. Alors, mais je l'ai fait quand même, voilà. C'est aussi à cette époque-là que s'est forgé votre style, parce que vous avez un style. Que vous pratiquez, enfin que vous avez travaillé, forgé évidemment pendant toutes ces années, ces très nombreuses années pendant lesquelles je reprends ma question. Donc tout au long de ces années, au cours de toute cette expérience, mais aussi depuis que vous jouez professionnellement, votre style s'est forgé, mais il y a toujours cette constante de la mélodie. C'est quelque chose que vous avez, qui s'est fixé en vous déjà à l'époque? Mais ça, je crois, d'abord, Django Reinhardt est un musicien extrêmement mélodique. Toutes ses improvisations sont mélodiques aussi, sont comme des compositions. Et puis, j'ai commencé avec Brassens, très mélodique. Même si un côté un peu amateur chez lui, un côté c'est naïf et beau en même temps. Donc le côté mélodique était très important. Et quand j'étais jeune, j'écoutais Chopin, Tchaïkovski, j'écoutais des musiciens mélodiques. Mais il faut dire aussi que quand j'avais 17 ans, j'ai fait entendre le premier enregistrement que j'ai fait à une dame, une amie de ma mère qui était speakerine à la BBC et qui était d'un milieu musical aussi. Et je lui ai fait entendre mon premier enregistrement. Et j'étais fier de la façon dont j'avais improvisé, du fait qu'il y avait basse batterie et tout ça. Et que j'avais peut-être fait des chouettes phrases et tout. Et tout ce qu'elle avait trouvé à me dire, c'est que j'avais un beau son. Mais je ne m'étais pas du tout rendu compte que c'était un compliment. Pour moi, je me dis, mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça maintenant, un beau son? Je tombais des nues, quoi. J'étais vraiment très déçu. Donc il y a un aspect, parce que le son est lié avec la mélodie, je crois aussi que la présentation d'une mélodie, c'est des choses qui sont inconscientes chez moi, quelque part. Mais donc c'est un des éléments principaux, essentiels dans la composition chez vous? C'est cet aspect mélodique? Oui, mais enfin, je crois que c'est le propre aussi de tous les musiciens de jazz, quelque part, tous les bons, enfin, tous ceux que j'aime bien, en tous les cas. C'est d'improviser de façon mélodique, mais il ne suffit pas d'être mélodique, parce que si on n'est que mélodique, ça peut être terriblement ennuyeux pour les autres musiciens. Il faut aussi jouer avec et en tension avec. Il y a quelque chose de très très fort qui se passe entre... par exemple, Chet Baker, lui, on dit que c'est lyrique et mélodique et tout ça, mais il ne parlait jamais de ces choses, Chet Baker. Il parlait du tempo et tout ça. Et chez vous, alors, qu'est-ce qui est le plus... à quoi est-ce que vous êtes le plus sensible? Est-ce que c'est à cet aspect collectif, au fait que chacun doit avoir sa place? Il y a le phrasé. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Par exemple, lorsque Ray Charles chante, il y a quelque chose de très particulier qui se passait. Comme ça. Je ne sais pas expliquer. Et puis alors, c'est juste. Musicalement, on peut écouter Ray Charles à moitié vitesse. Il fait comme ça avec les notes. Et ces notes sont parfaitement justes. C'est comme un violoniste qui glisse sur son violon, mais c'est tout le temps juste, quoi. Il n'y a rien de faux. C'est une précision incroyable. Et le swing aussi, c'est beaucoup... Moi, le jazz, ce qui m'intéressait dans le jazz, j'écoutais tout le temps Errol Garner quand j'étais jeune, et j'écoute encore aujourd'hui, parce qu'il y a une pulsion incroyable dans sa façon de jouer, un son de piano, et c'est cette tension-là que j'aime bien. Parce que sinon, si je devais faire la musique, j'aurais fait la musique classique alors.
Alors pour revenir à aujourd'hui, puisqu'on arrive maintenant à la fin de cette émission, on parlait au début du plaisir que vous pouviez avoir encore aujourd'hui à jouer en public. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui autant de possibilités qu'avant de jouer en public à Bruxelles? Oh, il y a peut-être moins de clubs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 clubs que je connais bien à Bruxelles. Vous jouez toujours beaucoup à Bruxelles? Oui. Je joue souvent au Sounds, rue de la Tulipe, chez Sergio et... zut alors. Il n'y a pas une série de clubs aussi qui ont fermé? Oui, il y a des clubs qui ont fermé, mais il y en a d'autres qui ont ouvert. Hein. Le Musique Village, rue des Pierres, n'existait pas dans le temps. Dans le temps, il y avait un club à la Grand Place qui s'appelait le Brussels Jazz Club. Il y avait le G-Club de John Van Riemenand, rue Marché au Fromage. Il y avait bien sûr le... oui, mais ça, je remonte très loin. Alors, il y a des clubs qui ont fermé il y a des siècles. Bien sûr. Oui. Et vous jouez toujours avec la même énergie sur scène? J'ai du mal à... Mais moi, je crois que je joue avec plus d'énergie que dans les années 80 ou 70, où j'étais trop fatigué pour jouer. Donc, j'ai l'impression que je joue avec plus d'énergie maintenant. Parce que je me soigne physiquement un peu mieux. Je fais du yoga, je fais de la méditation. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, hein? Oui, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, j'essaye de sauver l'énergie qui me reste pour être au top, chaque fois que c'est possible. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Philippe Catherine. Merci, Sabine.